Bonjour, bon, on se retrouve. La dernière rencontre, elle a été drôlement profitable parce que je plaidais pour que tout le monde aille s'inscrire sur les listes électorales et je dois dire que je suis bien content du résultat. Et le dernier message, c'était 3 jours avant la fermeture des listes d'inscription. Et il y a 49 000 personnes qui sont allées s'inscrire en dernière minute. Alors moi, j'ai écrit une lettre pour demander qu'on rallonge le délai d'inscription, puisqu'après tout, s'il y a tant de gens qui viennent au dernier moment, c'est qu'il y en a d'autres qui pourraient venir s'inscrire. Et bon, j'ai pas eu de réponse, rien du tout. Bon, je le déplore parce qu'il suffirait d'un décret, ça prend quelques minutes et ça permettrait que d'autres milliers de gens viennent s'inscrire. Mais je ne suis pas vraiment surpris parce que ce gouvernement, vraiment, il a une attitude curieuse à l'égard des élections. Ça n'avait pas l'air trop l'intéresser de faire venir voter les gens. Et puis, comme en ce moment, c'est les élections pour les représentants du personnel dans les très petites entreprises, hein, vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous m'avez écouté la dernière fois, mais franchement, la Madame El Khomri, bon, déjà outre sa loi, mais alors là, quand même, ouvrir les élections en pleine période des fêtes, c'est faire ce qu'il faut pour qu'elles n'aient pas un grand succès. J'espère quand même que tout le monde va s'y mettre parce que finalement, c'est le seul droit que peut pratiquement exercer réellement un salarié d'une très petite entreprise, le droit collectif. Hein. Bon, voilà. Alors, je parle de tout ça parce que dimanche, je vais être à Tourcoing. On fait une action qu'on appelle un déboulé. Et alors, ça peut paraître étrange, mais un déboulé, c'est pas un défilé. C'est arriver quelque part, débouler, comme on dit. Et on le fait parce que c'est passé là-bas, à Tourcoing, un événement qui a beaucoup marqué les gens autour de moi. Je me suis dit, moi, je vais en parler. C'est le fait qu'une caissière a fait une fausse couche sur son poste de travail. Alors, bon, une fausse couche, c'est quelque chose qui est très traumatisant, et physiquement et psychologiquement. Donc je comprends que ça ait impressionné beaucoup de monde, qu'il en ait été question. C'est une jeune femme, donc il y a beaucoup de monde qui peut s'identifier à elle et trouver que c'est pas bien de maltraiter les gens de cette façon, au point qu'on ne tient jamais compte de ce qu'ils demandent, de leur souffrance au travail. Vous vous rappelez d'Emeline, la postière, c'est pareil. Hein, elle est allée au travail et dit ah, ça va pas fort, tout ça, bon, il faut mieux que je rentre. Non, 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 rien du tout, tu restes là, reste à ton poste. Clac, elle avait fait un AVC, et je pense que ça devrait être une alerte, non pour tous ceux qui ont des responsabilités à l'égard d'un personnel, de se dire, bon, est-ce que moi je fais ce qu'il faut pour que les gens ne soient pas malheureux sur leur poste de travail, ni mis en danger d'une manière ou d'une autre. Non. Maintenant, le management, c'est comme ça, c'est le management par la peur. Euh, tu t'en iras de là quand je te le dirai, tu pourras aller aux toilettes si je t'y autorise, et ainsi de suite. Et les gens n'osent rien dire parce que ben, c'est leur seul revenu, alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc ils sont bien obligés de supporter tout ça, puis un jour, bah, il y a quelqu'un qui craque, soit c'est son corps qui lâche, soit c'est sa tête. Alors, je vais aller pour ça à Tourcoing, et on fait au théâtre municipal, je vais faire un meeting, je vais parler des conditions de travail, et je crois que c'est important que dans la campagne présidentielle, quelqu'un qui a l'autorité d'être candidat parle des sujets qui concernent la vie de beaucoup de gens dans ce pays, et puis qui sont des souffrances non dites, parce qu'on n'en parle jamais. Hein. La condition des travailleurs, ça n'intéresse pas beaucoup les superstructures médiatiques du pays. Mais il faut reconnaître que cette affaire à Tourcoing et à Auchan, elle a eu un impact dans beaucoup de journaux aussi. Il y a eu pas mal d'articles, et notamment d'articles qui racontent ce qu'est la vie de ces personnels particuliers qui sont aux caisses des magasins, qui se chopent toutes sortes de maladies professionnelles du fait des masses, des quantités qu'elles soulèvent. Ça a l'air de rien. Vous regardez ça, vous voyez 3 paquets de chewing-gum et puis un paquet de chips, et vous dites oui, c'est pas grand-chose. Non, non, c'est toute la journée. Hein. Et à des moments, il y a des gros coups de bourre où il faut lever, porter, transporter sur un petit espace, c'est douloureux. Donc c'est à prendre au sérieux. Pensez-y la prochaine fois que vous allez faire vos courses. Eh bien, vous y pensez, vous verrez en regardant la caissière ou le caissier, mais c'est le plus souvent une caissière, travailler, vous réfléchirez à ce que ça représente. Et ce n'est pas interdit de dire merci
bonjour quand on arrive et au revoir quand on s'en va. Croyez-en, les intéressés, ça les intéresse. Alors, bon, le groupe en question, c'est Auchan qui fait ça. Et Auchan, c'est un ensemble de magasins qui appartiennent à l'AFM. Hein, AFM, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'association de la famille Mullier. C'est une espèce de communisme actionnarial, hein, et familial. Alors, bon, moi, ce n'est pas mon rôle de dire du mal de celui-ci ou de cela, mais enfin, cela, quand même, je trouve qu'ils exagèrent un peu quand même, hein, parce que, déjà, ils ne payent pas leurs impôts en France. Moi, j'aime pas ça. On fait ses affaires en France, on a du personnel qui est éduqué en France, du personnel qui est soigné en France, ben, on paye ses impôts en France, voilà, on fait comme font tous les autres Français. Alors on me dit, mais ça, tu n'y peux rien, maintenant ils ont déclaré leur foyer fiscal en Belgique. Mais j'ai bien vu qu'ils étaient en Belgique, juste à la frontière. Hein. Et dans mes notes, là, il y a ce qu'ils payent. Ben, ça ne fait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais, alors, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ils ont déjà eu une perquisition, là, en mai dernier, parce que il semble que le fisc français n'est pas tout à fait d'accord avec la manière avec laquelle sont déclarés les bénéfices des différentes composantes de cette AFM. Hein. Mais bon, c'est déjà des ennuis pour cette famille. Et puis il y a un autre ennui qui s'annonce à l'horizon, c'est moi. Parce que si je suis élu, vous pouvez aller où vous voulez, au fin fond de la Patagonie ou dans un recoin de la Mongolie, de toute façon, j'y serai. Pourquoi? Parce que nous, on changera la législation sur l'impôt et on fera ce qu'on appelle l'impôt universel, qui est plus joli que l'impôt différentiel. Ça consiste en ceci, où que vous soyez, ben vous payez l'impôt que vous devez aux gens qui vous accueillent, le pays dans lequel vous êtes, mais la déclaration, vous l'envoyez aussi au fisc français. Et le fisc français, il compare entre ce que vous avez donné à l'étranger et ce que vous auriez donné si vous étiez en France. Et la différence, vous la payez au fisc français. Alors, pourquoi ça? D'abord, où j'ai trouvé l'idée, c'est les Américains qui font ça. Vous ne pourrez pas dire que c'est une invention de gauchistes échevelés. Hein. Mais les Nord-Américains, j'aime mieux vous dire qu'ils ne rigolent pas avec cette histoire. Hein. Ils téléphonent dans tous les pays, ils font des interventions pour vérifier si, parmi les clients d'une banque, il y a des gens, écoutez bien ça, qui ont un soupçon d'américanitude. Hein. Comment je le sais? Ben justement parce que les gens que je fréquente, moi, c'est ceux qui font le boulot, pas ceux qui donnent des ordres. Et donc, c'est des gens dans les banques qui m'ont raconté comment ça se passe. Car les États-Unis d'Amérique ne veulent pas lâcher une bouchée. Ils ont bien raison. Et bien moi, je ferai exactement pareil. Et je connais le système, ce système-là, qui consiste à déclarer, payer ce qu'on doit à un endroit, envoyer la déclaration au fisc qui calcule si vous ne lui devez pas encore quelque chose. Vous le savez, comment je le sais? Eh bien, c'est simple, je suis député européen. C'est exactement ce qui m'arrive. Et je trouve ça très bien. C'est-à-dire que d'abord, je déclare mon indemnité à l'Europe, qui prend un impôt dessus, et ensuite, avec les documents que j'ai, je signale tout ça au fisc français, et hop, il recalcule ce que je lui devrais, si j'étais contribuable plein pot en France. Et je trouve ça très bien. Voilà. Et je n'ai pas fini. Et ceux qui ne veulent pas payer leurs impôts en France, et je ne sais pas quelle combine ils pourront trouver dans l'avenir, à mon avis, il n'y en aura plus. Mais je les préviens d'une chose, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on soit citoyen français, qu'on paye ses impôts à l'étranger et qu'on exerce des mandats sociaux en France. Alors ça aussi, ça ne va pas être possible. Bon, tout le monde va rester calme, on va appliquer l'impôt universel, et comme ça, la famille Mullier va pouvoir repasser la frontière dans l'autre sens et habiter dans son pays, sauf naturellement si elle veut habiter en Belgique parce qu'elle a une jolie maison, que ça se trouve qu'ils aiment mieux le paysage, ou qu'ils sont plus loin d'une route. Parce que quand vous êtes trop proche d'une route, j'ai lu dans le journal aujourd'hui que ça augmente la possibilité de cas de démence. Eh bien oui, c'est comme ça, à cause de tout ce que vous respirez. Bon, c'est une demi-plaisanterie pour terminer sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'après 15 ans pendant lesquels on a absolument passé tous leurs caprices aux milliardaires de toutes sortes et aux grands
actionnaires du CAC 40, ça fait 15 ans que ça dure. Et le résultat, on l'a sous les yeux. En effet, il y a plus de millionnaires. Et ceux qui étaient riches sont devenus encore plus riches. Mais il y a de plus en plus de pauvres. Et vous le savez, c'est 9 millions de pauvres dans notre pays. Et chez les Allemands, qui paraît-il sont un modèle économique, social, blablabla, il y en a 13 millions. Et puis, en plus de la pauvreté, qui est le résultat d'un mode d'organisation de la production et de l'échange absolument barbare, puisque c'est l'accumulation se fait à un endroit et les autres n'ont rien. C'est de la barbarie. Hein. Mais c'est surtout que ça répand une souffrance au travail à tous les étages, partout, partout, partout. Il faut vite, avec le moins de monde possible, et il faut que ça rapporte le plus. Donc, moi, dans cette campagne de l'élection présidentielle, j'ai l'intention d'amener les thèmes qui concernent les salariés. Parce que j'en entends beaucoup, ils disent « Moi, je suis le candidat du travail, je vais vous parler du travail. Va bosser. On va parler du travail, on peut parler du contenu du travail, au sens des qualifications que ça met en jeu. Mais il faut aussi penser à la personne humaine qui est au travail. Hein. Donc il faut aussi parler des êtres humains, et pas seulement faire du bruit avec sa bouche sur des thèmes très généraux, et d'autant plus faciles à traiter qu'ils sont très généraux. Bon, pour terminer, j'ai regardé dans ce qu'on m'a donné dans mes fiches, là, ce que faisait cette famille, qui possède Auchan et combien d'autres choses. C'est un grand groupe, c'est le 13e groupe de distribution mondial. Hein. Il y a beaucoup de Français dans la distribution dans le monde. Alors là, le groupe Mullier fait de très bonnes affaires en France. Il y a plus de 126 magasins en France, et puis ils font aussi des bonnes affaires avec la Russie. Hein. Hein, comme quoi, entre ce qu'ils écrivent dans leurs journaux et ce qu'ils font, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, je dis ça pour leurs journaux parce que ce qui m'est venu à l'esprit, en regardant les fiches, c'est que la famille possède une école de journalistes. Vous le croyez, un truc pareil? Eh bien oui, une école de journalistes, c'est une société qu'on peut posséder. Comme vous direz, je possède un cheval, ou je possède ma maison, ou je possède ma bicyclette, je possède mon école de journaliste. Alors ils possèdent une école de journalistes, et pas n'importe laquelle, la plus importante du pays. Ça me permet de dire au passage que toutes ces écoles de journalisme, bon, c'est bien sympathique, parce que ça produit le même objet hein, partout, c'est-à-dire le journaliste type, avec ces questions, vous étonnez pas après, qu'il pose toujours les mêmes questions partout, et que vous pouvez faire la réponse que vous voulez, et continuer avec la suivante qu'il a prévue dans sa tête. Bon, ça non plus, ça ne va pas durer. Hein. Clairement, si je suis élu, parmi les choses qu'il y aura à faire, il y a la réforme de ces écoles de journalistes. D'abord parce qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait de journalistes que les gens qui sont passés par les écoles. Hein. Ça vous étonne que je dise ça, mais moi j'ai connu une époque où un gars ou une fille qui faisait ceci ou cela, il pouvait devenir journaliste et il amenait dans les équipes, sur le plan humain, quelque chose qui faisait que c'était pas tous, tu vois, le même poisson pané, même forme, même format, même boîte. Hein. Mais ceux qui vont à l'école, il faudrait peut-être que le diplôme soit au moins aussi sérieux que les autres diplômes professionnels de notre pays. Parce que quand vous faites plombier ou vous faites zingueur, vous faites un CAP ou vous faites par exemple un bac pro chaudronnier, qui n'est pas le plus simple, parce que c'est calculer des objets au micron, dans certains cas, hein, qu'il faut fabriquer. Bon, ben, y a un référentiel, on vous dit pour faire ce métier et avoir ce titre, il faut savoir faire ci, ça. On fait la liste. Et ce n'est pas quelqu'un dans un bureau qui décide ça tout seul. Hein. C'est une commission dans laquelle il y a l'éducation nationale, il y a les syndicats ouvriers, il y a les représentants patronaux, c'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, sauf un cas, les journalistes. Eux, ils vont aux écoles et ils ont des diplômes. Et qu'est-ce qui vous garantit la valeur des diplômes, hein, les gens? Qu'est-ce qui vous la garantit? Eh bien, le fait qu'il y a des gens qui viennent pour avoir le diplôme. Donc, celui qui se fait la meilleure pub et qui arrive à caser le plus possible de ses élèves dans des journaux, eh bien, il a la réputation d'être une bonne école. Hein, vous voyez à quoi ça tient? Voilà. Eh bien, c'est pas sérieux pour un métier qui est aussi indispensable au fonctionnement de la démocratie. Dans l'actu de la semaine, il y a toutes les conséquences de la situation en Syrie. Vous savez que pour moi, c'est pas facile de parler de ce sujet-là, parce que, quoi que je dise, à chaque fois, quelqu'un prend un bout, extrait une phrase, 3 mots, et pour en faire une information, un scandale. Bon. Parce que bon, c'est comme ça marche. Par exemple, l'autre matin, je m'en vais à France Inter, et bon, alors on me pose des questions sur Trump, tout ça, bon. Et puis je dis, ah ben moi, j'aimerais bien discuter avec cet homme-là, parce que
il veut arrêter les accords de libre-échange internationaux. Hein, et moi, ça m'arrange parce que depuis 1996, je m'oppose au traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Donc, si le président des États-Unis lui-même veut y mettre un terme, je suis preneur. Eh bien, ils m'ont fait un titre avec ça. Je ne sais plus comment c'était tourné. J'aimerais beaucoup, je me réjouis de pouvoir discuter avec M. Trump. Ah, c'est vrai, le journalisme, c'est sérieux, quoi. Enfin bon, l'important, c'est cette histoire d'accord. L'accord, il a été passé, qui est un accord de cessez-le-feu. Il est passé entre les Turcs et les Russes. Dites donc, ça ne vous paraît pas curieux, une histoire pareille? On nous avait dit que c'était une guerre entre des rebelles modérés, c'est-à-dire qu'ils étaient modérés, et le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc c'est ceux-là qui se battaient en principe, non? Alors qui c'est qui décide de cesser le feu? Des Russes et des Turcs. Je ne comprends pas. Il paraît que c'était des rebelles modérés et le régime de M. Assad qui signe le cessez-le-feu, des Russes et des Turcs. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti, on nous aurait trompés. Ce ne serait pas une guerre de rebelles modérés contre un gouvernement, ça ne serait pas une guerre de religion, tout ce qu'on nous a raconté, ça serait une guerre de puissance, hein? Eh bien oui, et c'est ce que je dis depuis le début. Et on aurait pu s'épargner des mois de guerre si on était parti de la réalité pour faire discuter les gens qui sont partie prenante dans cette histoire pour des raisons qui sont régionales, des raisons de puissance régionale, et pour des raisons d'accès aux matières premières stratégiques de notre époque que sont le gaz et le pétrole. Voilà. Au lieu de ça, on nous a vendu un feuilleton qui doit être, alors d'ailleurs, complètement incompréhensible par les gens qui essayent de suivre. Ils ne comprennent pas toute cette histoire. Comment ça se fait que ce soit ces deux-là qui signent le cessez-le-feu. Enfin bon, déjà, moi, je vais m'en réjouir. Cessez-le-feu, ça veut dire l'arrêt des bombardements, et il n'y a pas de bombardement propre, ça n'a jamais existé nulle part. Ni à Alep, ni à Mossoul, ni au Yémen, ni en France, quand les Américains ont bombardé pour déloger les Allemands sur les côtes françaises, le long du mur de l'Atlantique, a conduit à rayer plusieurs villes de la carte. Donc vous voyez, il n'y a jamais eu de bombardement propre et il n'y en aura pas. La résolution des Nations Unies sur le sujet, qui approuve le cessez-le-feu et prolonge les idées qui résultent de cessez-le-feu, elle a été adoptée à l'unanimité. D'accord? Donc, si vous me demandez quelle est ma position, c'est celle de l'ONU, celle qui a été adoptée à l'unanimité. Alors, il est possible que dans certaines rédactions, il y ait des va-t-en-guerre qui veulent continuer, je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, parce qu'ils continuent à faire du papier, comme si toute la situation, toute la question qui se posait, c'était celle des Russes. Bon, moi, je me rallie à la position unanime de l'ONU. Et l'ONU dit qu'il faut organiser maintenant des pourparlers entre tous ceux qui sont impliqués dans la guerre. Et il fait mieux, l'ONU. Elle dit la liste de ceux avec qui on ne discute pas. C'est pas mal, non? L'ONU dit il faut discuter, et elle dit voilà les gens avec qui on ne discute pas. Avec qui on ne discute pas? Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda. Al-Nosra, Al-Qaïda, c'était les rebelles modérés qui se trouvaient dans Alep. Alors dans la résolution de l'ONU votée à l'unanimité, il est dit qu'avec cela, on ne discute pas, on fait la guerre. Bon. Donc tout ça, moi, je me reconnais dans ce texte et je pense qu'il est de nature à ramener la paix à condition que les discussions puissent continuer, qu'il n'y ait pas des provocateurs ici ou là qui remettent le feu à toute cette histoire. Je pense que les malheureux Syriens n'en peuvent plus, donc il est temps que ça s'arrête. Il y a moyen de le faire, il suffit de discuter sérieusement. Et pourquoi faire après? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'idée? Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Des élections. Vous connaissez un autre moyen d'installer un pouvoir quelque part? Non, il faut faire des élections. Alors on me dit, ah c'est pas possible, c'est la guerre. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut arrêter la guerre. Il y a un cessez-le-feu, ça peut déboucher sur une fin des combats. Organiser des élections, ça consiste à faire revenir les réfugiés. Et s'ils ne reviennent pas, on peut faire une liste des Syriens de l'extérieur. Ça existe, nous les Français on le fait, alors pourquoi les autres ne pourraient pas le faire? Et puis sur place, on refait des listes électorales. Les organisations internationales savent faire ça, il n'y a rien de compliqué. C'est moins compliqué de faire une liste électorale et de faire voter des gens que d'organiser une guerre, de bombarder ici, tirer là, transporter ceci, transporter cela. C'est 10 fois plus compliqué à organiser une guerre qu'une élection. Par conséquent, qu'on ne vienne pas me dire
que c'est une utopie, que c'est une chose qui est impossible. C'est une chose qui est tout à fait possible. Et d'ailleurs, la résolution de l'ONU dit que toutes les questions, y compris celles du régime en place, doivent être réglées par des élections. Moi, je fais le pari que maintenant que les Turcs ont sans doute obtenu ce qu'ils voulaient, et que les Russes se maintiennent dans la base qu'ils ont là-bas, qui est la seule base qu'ils ont en Méditerranée, on va s'accorder à trouver une solution démocratique. Et que dans cette solution, évidemment, c'est les Syriens eux-mêmes qui diront s'ils veulent au nom de Bachar el-Assad. Je crois pouvoir dire que peut-être qu'eux-mêmes voudront tourner la page. Si on donne des garanties à tout le monde, ça devrait pouvoir se faire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je dis depuis le début. Mais il y a une ambiance complètement folle. Des gens sont en train de se jouer le retour de la guerre froide, mais ça n'a rien à voir avec la guerre froide. Enfin, il n'y a plus d'URSS. La Russie est une puissance capitaliste comme une autre. Et j'ai lu, je ne sais quoi, le réarmement de la Russie. Enfin, bon, vous savez que le budget militaire de la Russie, il est moins important que celui de l'Arabie Saoudite. Hein, vous avez une idée de ce que c'est, les budgets militaires? Le premier budget après celui des États-Unis, militaire, c'est celui de la Chine. Donc on voit bien que tout ça, c'est de l'agitation qui est faite pour faire peur, pour faire croire à un danger qui n'existe pas. La Russie n'a l'intention d'envahir personne en Europe. Hein. De la même manière, je ne crois pas que la Chine veuille envahir qui que ce soit. Et puis les États-Unis sont en train de changer de ligne tactique. Alors, il y a des gens qui vont être bien embêtés bientôt. Mais ce qui s'appelle bien embêtés, hein, parce que ça fait 50 ans qu'ils vivent sous parapluie nucléaire nord-américain, alors ils croient que ça va durer tout le temps. Ben non, les Nord-Américains ont changé d'avis. Jusqu'à présent, ils étaient allés avec les Chinois pour contrer l'URSS. Et bien maintenant, M. Trump n'est pas du tout fou, il a une attitude qui est tout à fait rationnelle. Alors c'est son choix à lui, hein. Je ne dis pas que c'est le mien, mais son choix à lui, c'est de s'entendre avec les Russes, parce que son problème, c'est la Chine, qui est en train de devenir la première puissance du monde, qu'il est, économique, et par conséquent, sa monnaie est une menace pour la monnaie nord-américaine. Voilà ce qui se passe vraiment. Nous allons bientôt entendre le roman qu'il y aura autour de tout ça, et vous allez voir, les gens, que quand Trump va être élu, premièrement, il va mettre fin aux mesures de représailles contre les Russes, et les Européens auront l'air d'imbéciles qu'ils sont, parce qu'ils sont toujours dans le régime des sanctions, et c'est nous, les Européens, qui avons payé plein pot pour les sanctions contre la Russie, et notamment en matière agricole. Et vous allez voir, va recommencer le cirque cette fois-ci. Le prochain démon, ce sera la Chine. Ça tombe bien pour certains journaux, c'est déjà un démon. Voilà, nous, on doit, calme, rester une force de sang-froid qui regarde tout ça, et on choisit notre camp. Et notre camp, c'est nous. C'est-à-dire avoir un point de vue français. L'intérêt des Français, c'est la paix, pas de guerre. Pas de guerre en Europe, pas de guerre avec la Russie, pas de guerre avec qui que ce soit, pas de guerre, la paix. Et donc on doit travailler partout où on peut à faire baisser la tension. Faire baisser la tension, ça consiste notamment à montrer du doigt ceux qui, par métier, par profession, par intérêt personnel ou par intérêt financier, font monter la pression. Vous vous rendez compte, les gens? On est sortis de ce qu'on appelait la guerre froide. Beaucoup de gens qui m'écoutent n'ont pas vécu eux-mêmes dans cette période. C'était la période où on était menacé de la guerre totale entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Le bloc de l'Est, le bloc soviétique, s'est écroulé. L'alliance militaire à l'Ouest continue, ça s'appelle l'OTAN. Mais en tout cas, la grande confrontation, elle est finie. Finie. Eh bien, vous savez quoi? Le budget militaire du monde a augmenté de 30%. Dans un monde où il n'y a pas deux camps, hein, le budget militaire total augmente quand même du tiers. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu les intérêts privés, les lobbies militaro-industriels? Bien sûr, bien sûr. La guerre, avant toute chose, c'est une bonne affaire pour certains. Et quand elle commence, la guerre, c'est une suite de crimes organisés. C'est rien d'autre. Il ne faut pas raconter d'histoire. Bon, alors les amis, j'ai un cadeau à vous montrer que j'ai reçu de YouTube. Parce que comme vous avez mis beaucoup de pouces bleus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, on est arrivé à 100 000. Hein. Maintenant, on est même plus loin, on est à 150 000. Et du coup, moi, j'ai eu droit à un cadeau de YouTube que je vous montre. C'est le trophée pour les 100 000. Alors bon, faute de goût de leur part, ils m'écrivent en anglais. Bon, donc par principe, je refuse de le lire. Mais je vois bien de quoi ça parle.
c'est la récompense pour les 100 000. Alors moi j'ai dit, mais alors on est à 150 000, donc dans 50 000, tant qu'on en reçoit un deuxième, non, pas du tout. On reçoit le cran suivant à 1 million. Là, je crois que la marche est un peu haute pour moi. Bon, alors on continue. Bien sûr, on va continuer à avoir des abonnés et des pouces bleus si vous voulez, parce que moi, ça aide ce que je suis en train de faire. Je vous annonce que je vais refaire une réponse foire aux questions, donc vous pouvez envoyer vos questions et je ferai un enregistrement de réponses. Et je vous remercie d'avance parce que ça a été très utile pour moi la dernière fois. Ça a bien marché parce qu'il y a eu plus de 300 000 vues, mais ça a permis de faire connaître des choses dont je ne pensais pas qu'elles posaient problème. Mais grâce à vos questions, je l'ai vu. Alors, moi, je mène ma bataille, vous le savez. Maintenant, on va entrer bientôt dans la période un peu chaud, où il fait un peu chaud dans la campagne présidentielle. Là, il n'y a plus que quelques semaines. Après, on va savoir qui est le candidat du PS, si quand même ils ont un candidat. Et puis, bon, la campagne va démarrer. Bon, là, nous avons atteint les 185 000 personnes qui appuient ma candidature. Je me bats parce que j'aimerais qu'on arrive assez rapidement à la mi-janvier à être 200 000. Parce que je trouve que c'est un chiffre rond et bon, ça donne du poids. Alors je sais que parmi ceux qui suivent cette chaîne, bon, il y a des gens qui viennent là parce que ça les intéresse, veulent connaître une analyse. Bon, voilà, c'est normal. Ils n'en demandent pas plus et je le comprends parfaitement. Mais il y en a qui partagent mon combat, mon idéal. Et bon, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à aller signer sur le site JLM 2017. Ça me rendrait bien service que vous le fassiez. Du moment que vous êtes de mon bord, eh bien, je crois que ça donne du poids à la campagne et je vous en remercie d'avance.